Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Acteurs Public TV. Merci de nous retrouver pour cette émission spéciale consacrée aux enjeux, aux problématiques portées par l'étude pour une fonction publique heureuse de la fabrique Spinoza. Pour une fonction publique heureuse, une fonction publique engagée, joyeuse, innovante, créative. On en a besoin dans le contexte actuel. On en parle, on met ces enjeux en discussion avec nos trois invités. Nathalie Tourniol-Duclos, bonjour. Bonjour. Directrice adjointe au directeur des ressources humaines du ministère de la Défense. Laurent Adouard, bonjour. Bonjour. Je suis directeur général de la MNT, partenaire de cette étude. Alexandre Jost, fondateur délégué général de la fabrique Spinoza. Merci beaucoup à tous les trois d'être là. Alexandre Jost, je me tourne vers vous en premier. Dites-nous, expliquez-nous, racontez-nous. Alors, ne résumez pas toute votre étude, mais quels sont les enjeux forts qu'on les mette ensuite en discussion. Alexandre Jost, on vous écoute. Eh bien, cette étude elle vient d'abord d'un cri du cœur, la réalisation que 26% des agents ont le sentiment d'avoir été en première ligne dans la crise sanitaire, et si certes on a environ 70% d'entre eux qui se sentent fiers, eh bien pour autant on a une trentaine de pourcents d'entre eux qui ont le sentiment de ne pas être reconnus. Et donc cette étude, elle vise à dire merci à la fonction publique, elle vise à montrer qu'elle est profondément innovante, et qu'on a besoin de prendre soin de nos agents parce qu'ils sont la trame de notre société, de notre solidarité, y compris en ces temps difficiles. Des agents qui ont fait face pendant la séquence. Nathalie Tourniol-Duclos, vous l'avez constaté. On va parler avec vous de ce que vous mettez en place très concrètement, mais juste un mot en introduction, le propos d'Alexandre Jost, j'imagine que vous le partagez. Oui, j'avais l'habitude de dire que merci était sans doute le mot le moins utilisé dans la fonction publique. Donc oui, il faut savoir dire merci. Aujourd'hui, sans doute rétablir la confiance avec les agents, leur donner envie, je crois que c'est le plus important, de nous rejoindre, de rester avec nous, de s'investir, de développer des choses nouvelles. Et puis un autre constat, peut-être une disparition de ce qu'on appelait la qualité de vie au travail, qui s'est noyée quelque part dans les questions de santé-sécurité au travail. Donc peut-être un rééquilibrage à viser une fois qu'on aura stabilisé tous les textes nous permettant d'avoir les bons gestes au bon moment. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de textes, ça fait partie de l'actualité, ces problématiques-là. Vous le dites, Laurent Adouard, pourquoi il était important pour la MNT d'être partenaire de ce travail, de cette étude? Déjà, c'est marquer l'utilité des agents au quotidien. Alors, on parle beaucoup plus de la fonction publique territoriale parce que c'est nos adhérents qui en font partie, mais l'utilité, elle a été constatée de manière quotidienne pendant la crise. Et on sait, on l'a dit tout à l'heure, que 84% des agents sont fiers d'exercer une mission de service public, mais dans le même temps, il y en a 1 sur 2 qui a considéré que son niveau de bien-être s'était dégradé. Donc pour nous, c'était important de nous associer à cette étude parce qu'elle permet de poursuivre toutes les réflexions et d'enrichir notre connaissance de ce sujet. Et ça arrive à propos parce que je pense que ce qu'on a vécu nous réinterroge, et ça arrive à propos particulièrement pour la fonction publique territoriale parce que les dispositifs de protection sociale sont au cours des discussions actuelles au sein du gouvernement pour notamment la participation d'employeurs publics. Il va y avoir une ordonnance qui est mise à l'agenda social. Rentrons pour les managers qui nous suivent et qui sont qui ont besoin, demandeurs, on le voit, acteurs publics, demandeurs de clés, de management, qui comptent mettre en place des choses innovantes sur ces enjeux-là. Alexandre Jost, qu'est-ce que vous leur dites? Au fond, ce sont des choses à lire l'enquête, à lire l'étude, parfois assez simples à mettre en place. Simplement, il faut avoir l'envie, il faut avoir des clés. Vous les accompagnez sur des choses très, très concrètes. Pour moi, l'enseignement principal, c'est vraiment qu'il y a un grand nombre de chemins vers la qualité de vie au travail, et finalement que chaque entité publique, qu'elle soit hospitalière, de l'État ou des collectivités, eh bien, peut choisir en fonction de ses atouts son propre champ. Vous allez avoir la région Île-de-France qui, elle, va se dire, eh bien, nous allons rassembler 11 sites et 1700 agents en un nouvel endroit et par cette occasion libérer le travail et obtenant ainsi 80% de taux de satisfaction
parce que le mode de travail change avec l'espace. C'est une manière de faire. Vous allez avoir la métropole d'Orléans qui, elle, se dit « Eh bien, nous allons concevoir un plan global de qualité de vie au travail autour du concept de communauté. Comment est-ce qu'on fait pour associer 650 agents de 22 communes différentes et aboutir à des nouvelles valeurs avec de l'animation, des serious games, des escape games. C'est un autre chemin possible. Ou alors, moi j'ai été très sensible également à une approche comme celle de la région Occitanie qui dit, elle, eh bien, l'enjeu c'est de co-construire notre projet collectif. On prend 700 agents, on les associe pendant 11 jours de concertation et on aboutit à la fin à 1 millier de fiches idées, 126 fiches actions et 80% d'entre elles qui sont mises en œuvre. Et ça, ce que ça dit aux agents, c'est on se préoccupe tellement de comment vous allez quand on vous associe au plan stratégique de l'administration 2017-2020. Et ces exemples, on peut en trouver plein. Je vais en prendre un dernier, c'est le ministère de la Culture, et que je trouve magnifique dans son approche, qui nous dit « Nous allons nous recentrer sur la beauté des métiers ». Et là, c'est une envie de valoriser, pour les 60 ans du ministère, c'est un hors-série qui s'appelle « Mon métier pour la culture », où tout d'un coup, eh bien, on réexplique, on rend visible la beauté du métier de chacun. Et ça, c'est susceptible de générer de la fierté. Donc, chaque entité publique a sa propre approche. Alors, on a entendu, vous êtes allé un peu partout en France, du côté d'Orléans, de l'Occitanie, etc. Et puis aussi, évidemment, Nathalie Tournal-Duclos, du côté du ministère des Armées, un certain nombre d'exemples qui sont mis en place. Racontez-nous, expliquez-nous, vous avez certainement quelques exemples assez illustrants. Nathalie Tournal-Duclos. Alors déjà, j'ai la très grande chance d'appartenir à un ministère où la question du sens ne se pose pas. Oui. On sait tous pourquoi nous sommes là, civils comme militaires, et ce sens, c'est vraiment la voie vers l'engagement et vers l'action. Donc on a cette chance-là d'avoir une fierté d'appartenir à un ministère ancien avec beaucoup de traditions qu'on met en valeur. Il y a par exemple des musées régimentaires pour passer l'histoire et très souvent le militaire du rang va raisonner à l'aune de son régiment. Enfin voilà, il est très fier d'y appartenir. Et c'est le fait de susciter ce sentiment de fierté est aussi utilisé dans notre communication interne. Alors on ne l'a pas montré là, mais on tourne régulièrement des journaux de la défense qui sont diffusés. Là, on va en diffuser un, par exemple, sur les civils pour la première fois le 4 octobre sur une chaîne parlementaire. Donc, on met bien en valeur nos réalisations. Après, on parlera peut-être de comment on le manage, mais il y a des choses qui sont très pratico-pratiques, qui sont, et Alexandre l'a dit, c'est d'être à l'écoute des besoins des agents. Nous avons une génération qui ne sait pas vivre sans son smartphone. On a déployé du Wi-Fi en garnison, par exemple. On a pris tout un ensemble de mesures pour mieux accompagner les mutations. Alors, est-ce que c'est du bonheur? Est-ce que c'est de la qualité de vie au travail? Je ne sais pas, mais par exemple, se coordonner avec le ministère de l'Éducation nationale, parce que beaucoup de nos personnels ont pour conjoint des membres de l'Éducation nationale, on peut résoudre des situations difficiles grâce à une bonne coordination de ministères. C'est par exemple étendre pendant le Covid la cellule de soutien psychologique, c'est poursuivre la programmation des crèches, c'est chercher aussi des solutions innovantes et certains ministères y ont déjà recours pour enrichir notre offre d'accueil au-delà de la petite enfance pour le périscolaire ou le soutien scolaire. Donc par le biais de ce que nous avons appelé le plan famille, mais qui en fait touche le militaire ou le personnel civil dans toute sa personne, on arrive, je pense, à créer un cadre favorable. En plus, viennent s'ajouter des initiatives de terrain dont je reparlerai peut-être.
Bien sûr. En prolongement, donc on le voit tout cela, vous le dites, Nathalie Tournel-Duclos est très opérationnel, c'est connecté aux besoins, aux attentes quotidiennes des personnels. Alexandre Josse disait, Laurent Adouard, il parlait d'Orléans, d'Occitanie, d'Île-de-France. Cette affaire-là se joue beaucoup dans les territoires, dans les collectivités territoriales, Laurent Adouard. Alors, tout à fait. Ça fait plusieurs années que la MNT s'intéresse à ces sujets parce que ça fait partie des déterminants de santé au sens assez large. Et donc à travers l'observatoire de la MNT, il y a plusieurs sujets d'études qui ont été menés. Et puis un prix santé et mieux-être au travail qui nous a permis aussi de collecter un certain nombre d'initiatives disséminées dans les territoires. Ouais. C'est le sens de votre question. Moi, ce qui me frappe particulièrement, ça fait quelques années que j'exerce maintenant dans ce secteur d'activité, c'est la formidable accélération qui s'est produite dans les territoires eux-mêmes. J'ai découvert à travers l'étude une petite restitution qu'on a eue il n'y a pas très longtemps, aussi dans les ministères que je connaissais moins, mais c'est cette vitesse acquise, cette capacité à innover, à se poser des questions qui ne se posaient pas auparavant, et certainement à prendre un peu d'avance sur même des pratiques qu'on peut voir dans des entreprises plus privées. Et la particularité qui, moi, je trouve assez extraordinaire dans ce qui est fait, c'est que c'est souvent, la plupart du temps, quasiment systématiquement, fait en concertation avec les agents eux-mêmes. Oui. Il y a un vrai travail de consolidation, et c'est peut-être ça le premier vecteur du mieux-être, c'est finalement de s'approprier sa propre destinée et de co-construire avec les employeurs publics des innovations, des sujets qui permettent de se sentir mieux. Je ne sais pas si c'est la définition du bonheur, mais en tout cas, être bien, c'est déjà quelque chose. C'est un des enseignements pour tous les managers qui nous regardent, qui regardent votre échange, c'est de construire ces dispositifs avec les agents. Alors, on pourrait passer des heures à décrypter tous les enjeux, mode de management innovant, humaniste, vers une fonction publique libérée, agilité, coaching, serious game, bref, beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à cliquer sur le petit lien qui est en dessous de notre émission, à consulter cet échange. Un mot tous les trois à Alexandre Josse, pour ceux qui nous regardent, il faut bien comprendre, vous le dites très bien, ce ne sont pas des dispositifs gadgets. In fine, c'est l'administration qui est efficace. Tous ces enjeux-là portent l'efficacité du service public, Alexandre Josse. Oui, tout à fait. Une des convictions de l'affaire Spinoza, qui est aussi scientifique, m'en prouvé, c'est que le bonheur est un état de fonctionnement optimal de l'organisme, de l'individu, en termes émotionnels et en termes cognitifs. Et donc, on est ici au service des usagers autant qu'au service des agents. Et vous parlez de mots dispositifs. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, les innovations qu'on a détectées, elles sont profondément contemporaines de la crise sanitaire. Lorsque on se met à tous télétravailler en temps de confinement, lorsque c'est possible, et on s'aperçoit que ça correspond à une approche de transformation des espaces. Et ça peut être fait de manière... que vous évoquiez dans l'étude. Oui. Exactement. Lorsque on apprend que finalement le confinement nous fait nous réinterroger sur le sens supérieur de notre existence, eh bien on voit que la fonction publique innove en allant retoucher du doigt les fondements de son utilité. J'aime beaucoup, par exemple, à Beauvais, eh bien, l'instauration de cafés policiers où des policiers vont au contact de la population d'une manière différente pour retoucher le lien avec les bénéficiaires de l'action publique. Ou un autre exemple, enfin, c'est de se rappeler que cette innovation, elle est contemporaine de la crise sanitaire parce que, pour mémoire, 44% des Français étaient en détresse psychologique après 3 semaines de confinement. Donc ça montre la vulnérabilité dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et justement, l'une des grandes approches qu'on a détectées, c'est celle du soin. Et on est très heureux d'être associé à la MNT pour cette étude, parce que l'éventail de possibilités pour être auprès de l'agent est vraiment infini. Ça va être une application mobilité pour permettre de retrouver son chemin lorsqu'on est à la dérive. Ça va être la mise en place de télémédecine. Ça va être des jeux virtuels qui permettent de lutter contre les addictions. Et en fait, quand on parle de drones, d'intelligence artificielle, de neurosciences, l'innovation est partout dans la fonction publique. Et le message vraiment que j'ai envie de porter, c'est
soyons fiers au sein de la fonction publique. Aujourd'hui, on est à une époque où c'est le privé qui peut apprendre du public et non plus le contraire. C'est tant mieux. Vous l'évoquez, l'espace. Je renvoie sur les grands enjeux des espaces de travail, 7 facteurs clés pour un espace de travail épanouissant et fonctionnel. Tout ça, c'est dans l'étude Nathalie Tourniol-Duclos, un mot sur cette question d'efficacité. Je le disais, et Alexandre Jost le dit très bien, ce n'est pas des gadgets, tout cela rend vos services, vos interventions plus efficaces. Oui, alors je me permettrai de citer Albert Schweitzer qui disait le succès n'est pas la clé du bonheur, le bonheur est la clé du succès. Si vous aimez ce que vous faites, vous réussirez. Donc voilà, voilà le programme. Il se trouve que nous sommes un gros recruteur, plus de 26 000 personnes par an. Et donc, si on faisait du gadget, les gens ne resteraient pas. C'est pas mettre des bonbons à disposition et des baby-foot, quoique les baby-foot peuvent être appréciés. C'est avoir une politique de longue haleine, réfléchir à ce qui peut conduire à l'engagement d'une génération que l'on dit peu propice à s'engager. C'est voir ce qui peut conduire à une fidélisation. Et donner envie aux gens de se dépasser parce qu'on a un contrat clair avec eux sur, par exemple, leur possibilité de progresser, parce qu'il y a l'intérêt de la mission, et puis aussi parce qu'il y a les moyens. Il m'est arrivé de passer dans des administrations paupérisées, et croyez-moi que la chasse à la ramette de papier, ça n'encourage pas à la productivité. Donc voilà, il faut aussi que l'agent ait tous les moyens pour travailler, qu'on lui fasse confiance. C'est tout un ensemble de réflexes, de bon sens finalement, qui permettent à l'agent, quel qu'il soit, de s'épanouir, d'être bien. J'aurais presque envie de dire de lever les freins à l'épanouissement. Il faut avancer. Laurent Adouard, on dit beaucoup que la résilience viendra du secteur public, que la résilience viendra des territoires, portés par les collectivités territoriales. On a le sentiment, au fond, que cette enquête vient au bon moment, qu'elle va aider, accompagner les décideurs locaux aussi, apporter un certain nombre de dispositifs très, très innovants. Alexandre Jost l'a dit. Laurent Adouard. Oui, tout à fait. Je reviens sur les quelques chiffres. Plus de 8 territoriaux sur 10 sont fiers d'exercer leur mission, mais en effet miroir, il y a plus de 8 Français sur 10 qui sont convaincus de l'utilité des services publics et qui y sont attachés. Donc la question de l'utilité, elle est plus à démontrer. En revanche, la question elle a été développée sous 2 angles différents dans les propos précédents, mais la symétrie des attentions, plus on va faire en sorte que les agents eux-mêmes soient bien, plus ils seront bien vis-à-vis des usagers eux-mêmes. Voilà, et c'est comme ça qu'on arrivera à adapter le dispositif. Et ces travailleurs du quotidien qu'on ne voit pas toujours, oui, c'est d'eux que viendra la capacité de rebond, très certainement. Donc on attend, alors nous c'est pas la ramette qu'on attend avec le papier, mais c'est la participation de l'employeur public à la protection sociale. Ça a été dit, la santé ça fait partie du dispositif. Voilà, et on sait qu'il y a encore, pour la fonction publique territoriale, plus de 30% des agents qui renoncent à des soins. On peut être bien dans son travail, mais voilà, la dimension déterminante de santé, elle est globale, et la qualité de vie au travail, elle passe aussi par ces éléments-là. Le message est passé encore une fois dans une actualité concernant la protection sociale complémentaire, puisque ça fait l'objet d'une discussion à l'agenda social. Madame, messieurs, je vois que le temps passe à toute allure. Je resterai longtemps avec vous parce qu'il y a beaucoup d'enjeux à évoquer, mais je vais vous demander de conclure. Je renvoie évidemment vers l'enquête, vers l'excellente étude pour en savoir plus, mais peut-être le message, tous les trois, sur lequel vous voulez insister en conclusion, votre enseignement fort, vous l'avez dit, mais le message sur lequel vous voulez insister, Alexandre Jost. J'aimerais au passage remercier également la Banque française mutualiste qui nous soutient. Et peut-être ce qui m'a vraiment marqué dans cette étude, c'est qu'en se penchant sur les innovations de qualité de vie au travail, on s'aperçoit que tous les clichés de la fonction publique sont à battre en brèche. On pourrait par exemple penser que le management est directif et vertical. On s'aperçoit qu'il y a un vent de liberté dans la fonction publique. Pour rappel, c'est sur des sous-marins nucléaires d'attaque
qu'un geste convenu, et pour un militaire de dégrafer ses galons de telle sorte à signifier bien, que la parole est libre et que les marins sont autorisés à prendre de l'initiative. C'est la ville d'Orléans qui crée des communautés de pirates institutionnels, de corporate hackers pour se transformer, ou le ministère de l'Intérieur qui va faire évaluer ses préfets et ses sous-préfets à 360 degrés par leurs subordonnés. Et donc tout ça, on semble dire que les clichés que nous avons d'une fonction publique qui serait kafkaïenne, non innovante et verticale sont en fait totalement erronés. Et merci à notre fonction publique, les chemins d'innovation existent et allez les lire dans cette étude. Merci Alexandre, merci, on l'a dit au début, on le dit à la fin, votre message fort, Nathalie Tournieu-Duclos, sur tous ces enjeux. Sur quoi vous voulez insister en particulier? Alors, je me souviens que, c'est pas un secret, quand j'avais passé l'audition pour devenir directrice, j'avais commencé en disant « il n'est de richesse que d'hommes ». C'est aussi ce qui m'avait motivée à choisir les ressources humaines il y a plus de 30 ans à la sortie de mon école. Donc, il est de richesse que d'hommes, mais il faut en prendre soin. Comme disent les militaires, il faut durer. Et donc, il faut prendre soin des hommes et des femmes qui composent la fonction publique et qui en sont vraiment la richesse. Et on a vu avec cette crise qui était vraiment une crise des ressources humaines, puisque les hommes et les femmes étaient atteints dans leur chair, oui, il faut prendre soin les uns des autres, sans cucuterie, pardon du terme, mais franchement, en ayant aussi l'intérêt du service public à cœur. Merci Nathalie Tournieu-Duclos. Votre conclusion, Laurent Adoire, on a évoqué ces territoires, ces collectivités engagées. Quel est votre mot de la fin? À vous le mot de la fin. C'est une lourde responsabilité. Absolument. Moi, je vais retenir trois choses. Et c'est apparu à plusieurs reprises dans nos débats. C'est d'abord le dynamisme de la fonction publique au sens large. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Et effectivement, ça peut gommer certaines perceptions qui existent dans le public. Je crois que ça, il faut le redire, cette capacité à innover. Et très sincèrement, si on laisse les initiatives au plus près du terrain pour qu'il y ait une co-construction avec les managers de proximité, il y a une vraie capacité à faire. Et du coup, le troisième point, c'est la confiance qu'on peut avoir dans la fonction publique au sens large pour se prendre en main directement et assumer son utilité au quotidien. Merci beaucoup à tous les trois. Et ma conclusion à moi, alors, ce sera quelques mots, parce que je vous ai écouté attentivement tous les trois. J'ai entendu les mots dynamisme, liberté, efficacité aussi, innovation, bien sûr, co-construction, engagement, confiance. Voilà quelques mots que vous avez mis en avant dans vos propos. Il y en a beaucoup d'autres. Vous retrouvez cette étude, cette enquête pour une fonction publique heureuse. Vous avez très bien travaillé du côté de la Fabrique Spinoza, Alexandre Josse. Bravo pour cette étude inspirante. Vous pouvez donc la découvrir, le lien qui s'affiche en dessous de l'émission. Merci beaucoup à tous les trois. Je vous dis à bientôt.